Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes en direct sur Al 24 News et le fil rouge consacré à la visite du pape Léon XIV se poursuit. Et je suis ravie de vous retrouver en cette matinée. C'est donc une visite historique porteuse de symboles et de messages forts. Depuis hier, le souverain pontife est en Algérie et cette séquence diplomatique et spirituelle se poursuit. Aujourd'hui, nous allons suivre ensemble les temps forts de cette deuxième journée. Direction Annaba où le pape marchera sur les traces de son maître spirituel, Saint Augustin, figure majeure de la pensée chrétienne. Cette étape algérienne marque déjà le point de départ d'une tournée africaine de 14 jours. Après l'Algérie, le pape se rendra au Cameroun, puis en Angola et enfin en Guinée équatoriale. Une tournée placée sous le signe de la paix, de la réconciliation et du dialogue entre les religions. Des thèmes déjà au cœur de sa première journée à Alger, marquée par des gestes forts et des prises de parole très attendues. Madame, Monsieur, fait pour poursuivre la couverture de cette présence historique du souverain pontife Léon XIV en Algérie, j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagné de Abdelrahman Khalifa. Abdelrahman Khalifa, bonjour, merci Bonjour. de nous accompagner. Je fais une petite présentation. Monsieur Abdelrahman Khalifa, donc vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire et archéologie. Vous avez effectué de nombreuses fouilles sur des sites ici en Algérie. Vous avez consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de l'Algérie. Le dernier est Chronologie d'Algérie, surtout celui qui peut-être va nous intéresser aujourd'hui, c'est Sanctuaires et mosquées d'Algérie, n'est-ce Oui, pas? oui, absolument. Parfait, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. J'ai également le plaisir et l'honneur d'être accompagné sur mon plateau de Linda Tamdrari. Vous la connaissez chez les journalistes, vous avez l'habitude au moins d'écouter sa voix et de la retrouver lors de grands événements culturels. Linda Tamdrari, on vous connaît pour votre engagement en faveur du dialogue interreligieux. Vous êtes une des rares femmes à avoir, tout du moins algérienne, à avoir visité le Vatican et avoir été reçue par le pape Jean-Paul II. Absolument, oui. Bonjour à vous tous. C'est un plaisir d'être sur votre plateau, Chartine Hinen. Et puis aussi, je fais partie de la maison d'Al24 News, puisque j'ai une émission qui passe donc tous les vendredis, Algérie plurielle, pour revenir justement à votre présentation, notamment avec Abdelrahman Khalifa, docteur Abdelrahman Khalifa, avec qui nous avons aussi fait de très belles choses, toujours autour du dialogue interreligieux. Il y a de cela quelques années, en présence de Monseigneur Tessier, qui était archevêque d'Alger, et tant d'autres. Nous allons y revenir tout à l'heure. Très bien, on va revenir justement sur cet engagement en faveur du dialogue religieux. Il faut-il le rappeler que l'Algérie est la terre du dialogue et de la spiritualité. Je commence avec vous, M. Abdelrahman Khalifati. J'aimerais bien voir votre avis à tous les deux. Vous avez suivi cette première journée Bien sûr. du pape Léon XIV en Algérie. On est en train de suivre cette deuxième journée. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de la journée d'hier à Alger, capitale algérienne? Vous savez, c'est la première fois qu'un pape vient en Algérie et vous savez que l'Algérie a été une terre chrétienne euh, qui a marqué donc l'Antiquité, puisque évidemment un homme comme Saint Augustin est né à Tagaste, à Socarras, en Numidie, en pleine Numidie, et vous savez que la Numidie était une terre où il y avait de nombreuses basiliques chrétiennes, c'est-à-dire des églises, qui jusqu'à maintenant ont été, donc existent, si vous allez à Annaba, à Hippone, où justement ce matin, le pape Léon XIV s'est recueilli devant la basilique de Saint-Augustin, pas celle qui existe au sommet de la colline, mais celle qui est dans les ruines. Et c'est là où Saint-Augustin a exercé de 384 à 430, puisqu'il a été donc l'évêque d'Hippone. Et Hippone est une ancienne ville, puisqu'elle s'appelait Hippo-Régius. Elle faisait partie du domaine de Massinissa.
Très bien, Monsieur Khalifa. Monsieur Khalifa, j'informe les téléspectateurs que nous allons nous diriger tout de suite à Annaba, où le Léon XIV se trouve actuellement. Il se trouve justement dans la maison de retraite tenue par les petites sœurs des pauvres. On regarde. Bismillahirrahmanirrahim. أنا السيد بوسمان محمد صالح. ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في دار العجزة هي بون. هنا المسلم والمسيحي نتقاسم الابتسامة. اختلافاتنا لا يفرقنا بل يزيدنا غينا إنسانيا ونعيش باحترام وسلام. هنا نحن الكبار نجد الرعاية والاهتمام والدفء الإنساني. شكرا لزيارتكم، فهي تمنحنا الأمل وتؤكد إن الرحمة والتضامن هما ما يجمع البشر. شكرا لكل من يجعل هذا البيت مكانا جميلا لكلنا كل يوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. وينظر إليه طبعا كزاوية إنسانية قلت تهتم برعاية المسلمين من مختلف الجنسيات. Très bien, très chers spectateurs. Donc, on vient de voir l'arrivée ou la présence du pape Léon XIV au sein de cette maison de retraite tenue par les petites sœurs du pauvre. On a aussi écouté ce merveilleux message d'un des pensionnaires qui affirme que les musulmans et les chrétiens là-bas dans cette maison, dans cette région, partagent le sourire. Mais surtout, c'est un sourire qui unit l'humanité, a-t-il déclaré. On vient de l'entendre à l'instant. Linda Tamdrari, à chaud, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces déclarations aujourd'hui en présence du souverain pontife? Monsieur Khlifati l'a rappelé à juste titre, c'est la première visite d'un pape en Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait? D'abord, on est très émus, nous sommes aussi fiers. Et puis, c'est aussi une reconnaissance à travers le monde entier qu'aujourd'hui, l'Algérie est une terre de paix et d'amour et de partage. Parce qu'une personnalité aussi importante qu'est le pape visite des pays de paix, des pays civilisés, une population qui attire la paix et la clairvoyance. Donc, c'est un point très fort. Pour revenir aussi à ces petites sœurs des pauvres, comme le nom de cette institution qui existe depuis très, très, très longtemps, il faut savoir qu'entre musulmans et chrétiens, il y a toujours eu cette harmonie, ce travail, cette vie, que ce soit pour le mois de Ramadan, il y a des moments de partage, les fêtes religieuses musulmanes ou autres. Nous partageons des moments de joie, de fête, que ce soit des moments où nous vivons par exemple des intempéries ou des moments douloureux de l'Algérie. Nous sommes toujours ensemble, musulmans et chrétiens, dans des moments de joie et d'épreuve. Très bien, il faut-il rappeler que cette structure donc d'accueil des personnes âgées qui se trouve à Annaba, qui est gérée aussi par la basilique Saint-Augustin, mais aussi en collaboration avec le ministère de la Solidarité et de la condition féminine algérienne. D'ailleurs, le ministre se trouve actuellement à Annaba avec le pape. Je reviens vers vous, Monsieur Khlifati. Monsieur Khlifati, aujourd'hui, Monsieur Khalifa, vous avez aussi parlé lors de la première question de la présence de la communauté chrétienne en Algérie, de cet héritage et surtout de Saint-Augustin. Saint-Augustin fait partie aujourd'hui des monuments de la pensée chrétienne. Il fait partie des penseurs qui ont presque mis en place les institutions, mis en place la pensée chrétienne au jour d'aujourd'hui. Que représente aujourd'hui finalement par la pensée de Saint-Augustin le dialogue interreligieux? C'est très important parce que vous savez, Augustin, il faut le rappeler, est un berbère né en Algérie, et sa mère, Monica qui est un prénom berbère, c'est sa mère qui l'a initié
au christianisme. Et d'ailleurs, le nom de Monica, donc, qui est un nom algérien, donc du plus profond de l'Algérie, vous le trouvez aux États-Unis, à Santa Monica. Oui. Donc cela veut dire que la pensée d'Augustin, même à travers sa mère, parce que sa mère a été l'élément essentiel de sa vie. Derrière, donc, et Augustin vouait une adoration à sa mère, comme sa mère vouait donc cette adoration à son fils. Monsieur Khalifa, je me permets de vous arrêter. On repart à Annaba pour écouter le pape. On écoute. Indeed, wherever there is love and service, God is there. أشكركم على استقبالكم لي في دار الرعاية هذه. أنا سعيد لأن الله يسكن هنا، وحيث توجد المحبة والخدمة فهناك الله. I thank the little sisters of the poor, together with the staff of this home. Thank you, Mother Philomena, for your welcome. أشكر راهبات الفقراء الصغيرات وكل العاملين في هذا البيت. شكرا لك الأم فيلومينا على ترحيبك بي. Thank you, Monsignor Defarge, for your words, your touching words. Having listened to you and seeing your presence here amongst our elderly brothers and sisters, it is natural to praise God and give thanks to Him. Just as Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for such was your gracious will. شكرا صاحب السيادة على كلامكم المؤثر. عندما أصغي إليكم وأراكم حاضرا هنا بين الأخوة والأخوات المسنين، تنتابني عفويا عاطفة تسبيح الله وشكره، كما فعل يسوع يوم تهلل بالروح القدس وقال: أحمدك يا أبتي رب السماء والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما كان رضاك. I thank Mr. Salah Boukhemel for his testimony, which was so beautiful and comforting. I think that the Lord, looking down from heaven upon a house like this, where people strive to live together in fraternity, would say, there is hope. Yes, because God's heart is torn apart by wars, violence, injustice, and lies. But our Father's heart is not with the wicked, the arrogant, or the proud. God's heart is with the little ones, with the humble, and with them He builds up His kingdom of love and peace day by day, just as you are striving to do here in your daily service, in your friendship and life together. أشكر السيدة صلاح بوشمال على شهادته الجميلة والمعزية. أظن أن الله عندما يرى من السماء دار رعاية مثل هذه فيها يسعى الجميع إلى العيش معا في أخوة، يمكن أن يقول هنا يوجد أمل ورجاء. نعم، لأن قلب الله يتألم من الحروب والعنف والمظالم والأكاذيب، وقلب الله أبينا ليس مع الأشرار والمستبدين والمتكبرين، بل مع الصغار والمتواضعين، ومعهم يسير ملكوته قدما، ملكوت المحبة والسلام يوما بعد يوم، كما تحاولون أن تعملوا هنا في الخدمة اليومية والصداقة والعيش معا. Thank you, dear sisters and brothers, for this gathering. I will keep you in my prayers, and I gladly impart my blessing. شكرا لكم إخوتي وأخواتي الأعزاء على هذا اللقاء. أحملكم في صلاتي وأمنحكم البركة من كل قلبي.
Très chers téléspectateurs, vous êtes donc en train de suivre la visite du Léon XIV à Al-Naba, du pape Léon XIV à Al-Naba. On le voit actuellement dans la structure des petites sœurs des pauvres, où il vient de prononcer un discours dans lequel il est revenu sur l'importance du vivre ensemble, sur l'importance de la paix, de la sécurité, et aussi il a tenu à et des valeurs comme la solidarité également. On a écouté, remercié l'ensemble de ces personnes qui sont engagées en faveur en faveur du vivre ensemble et du dialogue, mais surtout des plus démunis. Et c'est, Madame, Messieurs, comme vous pouvez l'entendre, c'est sur ces notes des chants de la révolution algérienne que le pape reçoit des cadeaux et des présents des pensionnaires de la structure des petites sœurs du pauvre. Un moment très émouvant pour le pape, mais aussi pour les locataires de cette structure. Madame, Monsieur, vous venez donc de le voir, le pape Léon XIV a prononcé un discours, je vous le disais à l'instant, et surtout sur les notes des chants de la révolution algérienne, qu'il reçoit des présents, un moment très émouvant, un moment rempli d'émotions, n'est-ce pas, Linda? Oui, absolument, rempli d'émotions et de partage, et surtout quand on sait que l'ordre également de Saint-Augustin, c'est aussi un ordre qui est très sensible aux personnes en difficulté, aux malades, aux nécessiteux, aux personnes donc qui sont aussi atteintes de maladies, d'où les petites sœurs des pauvres. Donc il y a ce côté très sensible, très engagé autour de la détresse, l'humanité. Quand l'humain est en détresse, cette institution, n'est-ce pas, M. Abdelrahman Khalifa, œuvre à aider, à apporter son soutien, à compatir et à accompagner ces personnes. Ce que nous voyons là actuellement, et vous avez très bien fait de le signaler tout à l'heure, Tinhinen, par rapport à ces institutions qui dépendent aussi du ministère de la Solidarité, et que toutes ces institutions qui existent en Algérie sont aussi chapeautées par l'État algérien. Cela veut dire que à de très hauts lieux, il y a toujours ces espaces de partage et de reconnaissance également de l'État algérien par rapport au travail fait par l'Église d'Algérie. Très bien, Linda, on va revenir sur ces points, très chers téléspectateurs. On va se diriger actuellement, là tout de suite en Toscane, où se trouve Riccardo Nicolai, auteur et passionné d'histoire, qui nous rejoint. Bonjour Riccardo Nicolai, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Bonjour à tous. Alors, Riccardo Nicolai, je vous présente brièvement. Donc, vous êtes libraire, vous habitez en Toscane, en Italie. Vous êtes un passionné d'histoire et vous avez consacré un ouvrage entre réalité historique et fiction à Ali Betin Raïs, qui financera la construction de la mosquée du même nom, située dans la Basse Casbah, en Algérie actuellement, près de Bab el-Oued, on va dire. Monsieur Nicolas, une question me tient à cœur à vous la poser aujourd'hui. Vous qui connaissez bien les deux pays, vous êtes venu plusieurs reprises en Algérie, vous vivez en Italie. Aujourd'hui, quelles sont les traces qu'on peut retrouver de Saint-Augustin en Italie? Augustin est arrivé en Italie en 383. Il est arrivé à Rome parce qu'il avait été déçu par les étudiants de Carthage où il enseignait la rhétorique. Mais à Rome aussi, il ouvre une école
de rhétorique et les cours duraient 6 mois. Mais à la fin du semestre, personne ne paye les frais de scolarité. Et donc, déçu aussi par les étudiants romains, il vient à la connaissance que le préfet Symmaco, le préfet de la ville de Rome, a reçu de la cour de Milan une lettre avec la demande d'un prof de rhétorique. Alors, il décide d'y participer à l'exception, il passe l'examen et il part à Milan en carrosse aux frais de l'État. Donc, il arrive à Milan, où il vient à la connaissance de Saint Ambroise, qui est la figure la plus importante pour la conversion au christianisme. Il arrive à Milan que l'empereur est Valentinien, un enfant de 11 ans, mais en réalité, c'est sa mère Justina, celle qui exerce le pouvoir. En 384, il décide de commencer son parcours vers la conversion et il obtient d'un ami et collègue grammaticien, Verecondo, une villa dans la province de Milan où il peut aller prier et faire de la méditation. Et 2 ans après, la veille de Pâques de l'année 387, il se convertit au christianisme. Voilà. Très bien, monsieur Riccardo Nicolai. Mais concrètement, aujourd'hui, dans la vie du quotidien, dans la vie des Italiens, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur Saint-Augustin et sur ses héritages multiples et nombreux? Alors, en Italie, on ne savait presque, personne ne savait que Saint-Augustin était un Algérien. On connaît très peu de l'histoire de l'Algérie, de la Numidie et de l'Algérie pendant le royaume des Vandales. Saint-Augustin est une figure qu'on a découvert de plus en plus. Moi aussi, je l'ai découvert dès mon premier voyage en Algérie. On peut dire que la philosophie d'Augustin est très vive dans la mentalité et dans le cœur des catholiques italiens. Et j'aime surtout une phrase qu'il a dit et que je trouve merveilleuse. Il a dit « Aime et fais ce que tu veux ». Et je pense que cela soit la résumé de sa pensée. Très bien, monsieur Riccardo Nicolai, une question. Vous, aujourd'hui, en tant qu'Italien, qu'est-ce que ça vous fait, et qui connaît bien l'Algérie, qu'est-ce que ça vous fait de voir le pape Léon XIV fouler le sol algérien, mais surtout aller à la rencontre de son père spirituel, autant que pape, même s'il est déjà venu avant, mais autant que pape, qu'est-ce que ça vous fait à vous, en tant qu'Italien aujourd'hui? Moi, je pense que la visite du Saint-Père Léon XIV soit une réponse naturelle, une invitation à la poursuite des relations historiques qui relient les deux pays de l'Italie et de l'Algérie, c'est-à-dire dans le passé Rome, l'Empire romain, la Numidie. Ces relations remontent, comme j'ai entendu dire avant, au temps de Massinissa, qu'il était considéré un ami du peuple de Rome. Au cours des siècles, et surtout pendant la période de la régence barbaresque d'Alger, ces relations se sont intensifiées. À Alger, il y a eu plus ou moins 20 personnages italiens enlevés par les corsaires barbaresques, devenus musulmans, qui ont occupé des postes très importants dans l'histoire de l'Algérie. Je peux citer des noms tels que Hassan Bachar, le troisième roi d'Alger, ou Luciali de Calabre, un renégat de Calabre, Hassan le Vénitien, Bel Bey
à 2 reprises d'Alger. Et puis, le personnage dont je me suis occupé beaucoup, c'est-à-dire Ali Bichin. Très bien. Très bien, Oui. Ricardo Nicolas. On va revenir vers vous dans un moment. Oui. Abdelrahman Khalifa, je me permets de venir directement vers vous. Ricardo Nicolas vient de nous dire qu'il y avait beaucoup d'Italiens, peut-être même beaucoup d'Européens qui ne connaissaient pas Saint-Augustin. Vous insistez sur le fait aujourd'hui qu'il faut décoloniser l'histoire. Oui, mais Ricardo, justement, il a écrit sur Ali Bichin. Oui. Exactement. Et Ali Bichin, il a construit une mosquée en 1622 qui fait que il est entré en islam et il a été quelqu'un de très important puisque sa mosquée se trouve à Zoujaïoun Oui. et qu'elle par, disons, à l'époque coloniale. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en Méditerranée, il y avait une interaction entre les religions. Et même, il parle de l'Alger turc, de l'Alger à l'époque ottomane. À l'époque ottomane, il y avait dans Alger plus de 10 églises où les chrétiens exerçaient normalement leur religion. Donc Alger a toujours été une terre d'accueil, une terre de convivialité, du vivre ensemble, vous voyez. Très bien. Aujourd'hui, Linda Tamdalali, on est en train de parler de dialogue interreligieux. On a presque l'impression que depuis quelques jours, c'est le mot à la mode même partout dans les médias. Mais est-ce qu'on peut revenir avec vous? On va faire une minute pédagogique. C'est quoi précisément le dialogue religieux? Que symbolise-t-il aujourd'hui précisément? Eh bien, écoutez, ce qui symbolise, sa symbolique est très très forte. Aujourd'hui, c'est d'abord une symbolique humaniste. Parce qu'aujourd'hui, comme l'a si bien dit notre président de la République, Al-Majid Tebboune, et également le pape Léon XIV, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette pratique d'aller coloniser l'autre par la religion ou d'aller vers la force et la violence. Nous sommes là pour vivre ensemble, pour vivre sur une seule terre, une planète que l'on doit aussi partager et aimer l'autre dans sa différence. C'est l'histoire même du dialogue interreligieux est une histoire d'abord que nous avons nous en tant que musulmans et bien avant l'islam également, et qu'aujourd'hui en tant que musulmans dans notre Saint-Coran, il y a toujours cette symbolique, cette forte symbolique, aller à la découverte de l'autre dans sa différence et partager des moments essentiels avec l'autre. Et aujourd'hui, l'Algérie, je pense qu'il est aussi important de revenir sur cette symbolique, et notamment dans nos livres scolaires. Nos livres scolaires aujourd'hui, avec l'arrivée, n'est-ce pas, Abdelrahman Khalifa, de la visite de Léon XIV, le pape Léon XIV, de revenir sur ce livre scolaire dès le primaire et apprendre aux enfants ces grandes personnalités de l'Algérie, Saint-Augustin, comme tant d'autres, comme Apulée, comme aussi de Nador, et revenir aussi sur l'histoire de l'Algérie et apprendre à nos petits, à nos enfants l'histoire de leur pays, être fiers de cette Algérie à travers ce qu'elle a donné comme grande personnalité de l'Église, souvent méconnue. Donc, pour revenir un peu à ce que vous disiez, la symbolique et l'histoire, ce sont aussi des institutions qui ont été aussi établies au Vatican, autour du dialogue Vatican II, qui a joué aussi un rôle très très important pour revenir au dialogue interreligieux. Chez nous en Algérie, nous avons aussi le Conseil islamique, le Haut Conseil islamique qui joue un rôle, et le ministère aussi des Affaires religieuses, qui ont un département complet autour de notamment du dialogue interreligieux et la pratique et la liberté du culte. Aujourd'hui, je pense que toutes ces institutions, c'est important de revenir et d'apprendre à l'Algérien lambda que nous avons déjà des institutions pour la liberté du culte. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Et ce qui est important, c'est que le pape vient d'ouvrir vraiment une nouvelle page dans le dialogue islamo-chrétien, parce que pendant longtemps, l'Occident a parlé de civilisation grecque, puis de civilisation judéo-chrétienne, en oubliant totalement l'islam. Et là, cette venue
sur la terre d'Algérie, sur la terre d'Afrique, avec donc cette pensée pour Augustin, qui est, il ne faut pas l'oublier, un berbère, comme le Christ lui-même, Isa, est un homme du Sud. Ce n'est pas un Européen, c'est un homme du Sud, c'est-à-dire de cette partie-là. Et disons, les grandes religions sont nées depuis la terre de Palestine jusqu'à l'Afrique du Nord. Ce ne sont pas des étrangers à cette terre-là. Ce sont eux qui ont donné l'unicité de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. Et Augustin a été l'un des plus grands penseurs de cette civilisation chrétienne, dans la mesure où on a écrit sur Augustin de Tagaste, donc l'Algérien, on a écrit plus de 60 000 livres et on continue d'écrire encore sur la pensée d'Augustin. Il n'y a pas un homme sur terre sur qui on a écrit autant de livres. Cela veut dire que c'est une sommité du point de vue de la pensée philosophique, du point de vue de la pensée historique. Jusqu'à maintenant, il y a des études augustiniennes, que ce soit en Australie, au Brésil, en Europe, la pensée d'Augustin, le tagassien, le soukaharassien, a et influe encore la pensée humaine. Et d'ailleurs, le pape Léon XIV se revendique comme étant le fils de Saint Augustin. Il se revendique comme étant lui appartenant à son école de pensée. Madame, Monsieur Esteban de Silva vient de nous recevoir, vient de nous rejoindre depuis le Lima. Bonsoir, bonjour Esteban. Merci d'avoir accepté notre invitation. Esteban, je vous présente brièvement. Donc, vous êtes analyste politique chilien. Vous vous trouvez actuellement au Pérou, où on vous connaît surtout pour votre engagement en faveur des causes justes. Vous êtes l'ami de l'Algérie. Vous êtes aussi l'ami des causes justes. Vous êtes militant altermondialiste. Esteban, restez avec moi. Esteban, comme on le sait, le pape Léon XIV a longtemps été à la tête de l'Église du Pérou. D'ailleurs, il a la nationalité du pays. Comment est-ce qu'aujourd'hui les Péruviens ou les Sud-Américains perçoivent cette visite du souverain pontife en terre algérienne ou en terre africaine? Bon, c'est une visite très importante. Les Péruviens le considère un Péruvien plus au pape Léon XIV. Et c'est une visite très importante parce que il visite l'Algérie, qui c'est une nation forgée dans une guerre de libération, une des plus emblématiques du XXe siècle. Donc, la victoire sur le colonialisme français a marqué un tournant pour le peuple du Sud global, y compris, bien sûr, le Pérou. Le fait que le pape visite l'Algérie implique aussi une centralité historique de ce type de lutte anticolonialiste pour l'indépendance et qui a plein d'actualité dans le monde d'aujourd'hui. En deuxième lieu, cette visite se projette comme aussi un geste politique culturel de grande portée dans les dialogues entre le monde chrétien et le monde musulman. L'Algérie, pays majoritairement musulman, et historiquement a été un point entre l'Afrique et le monde arabe et l'Europe méditerranéenne. Une visite papale dans ces contextes et dans les contextes actuels qui vit la planète, des crises, des guerres, des génocides, réaffirme l'urgence de construire des compréhensions civilisationnelles, je peux dire, fondées sur le respect mutuel, la coexistence et la paix.
face au récit des chocs des civilisations promus par des secteurs hégémoniques de l'Occident. Donc, c'est une visite très importante pour le peuple du Sud, y compris le Pérou, pays où il a travaillé, il a fait son travail pastoral et qu'il a adopté comme un des siens. Et donc, je crois que ça implique aussi approfondir le rapport entre notre culture, entre nos peuples, notamment du Sud, comme quelqu'un qui travaille pour la paix. Et ce qu'il a dit et ce qu'il a fait hier en arrivant en Algérie avec, à côté du président Tebboune, l'hommage qu'il a rendu au martyr de la révolution algérienne, aussi le fait de travailler pour la paix, pour l'amitié, pour l'approchement entre le peuple algérien et l'Église catholique qu'il représente, c'est très important. Ça émet un signal d'amitié et de dialogue pour travailler pour la paix. Très bien, Esteban, je reviendrai vers vous et vers l'ensemble des invités tout de suite après ceci. Très chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de ce fil rouge ou de cette édition spéciale consacrée à la visite du pape qui, en Algérie, comme vous le savez, se trouve actuellement à Annaba. On l'a vu tout à l'heure lors de la première partie dans l'infrastructure des Petites Sœurs du Pauvre où il est allé à la rencontre des résidents de la structure et surtout où il a émis un message encore une fois de paix et encouragé le dialogue entre les peuples en faveur de la paix internationale. Mais aussi, on a vu le pape recevoir des présents sous des locataires de la structure, des présents qui étaient accompagnés des chants de la révolution algérienne. Esteban, je reste avec vous. Vous avez parlé justement de l'importance aujourd'hui pour le Sud global de se réapproprier son histoire, de se réapproprier son discours, de se réapproprier son histoire. Au-delà de l'aspect spirituel de la visite du pape Léon XIV en Algérie, qui ira bientôt aussi dans d'autres pays africains, quels sont les impacts diplomatiques quand on sait que le pape insiste sur le fait de rendre hommage à la révolution algérienne, sur le fait de rendre hommage à la résilience du peuple algérien face à l'adversité coloniale, du fait d'avoir parlé de ce pardon, de ce fameux pardon quant aux crimes coloniaux, mais surtout quand le pape Léon XIV insiste et affirme qu'aujourd'hui le monde fait face à un néolibéralisme sauvage qui met à mal la paix dans le monde. Vous avez parlé de choc des civilisations. Est-ce que finalement le pape Léon XIV est en train de s'inscrire dans ce choc des civilisations, mais d'un œil nouveau finalement? Bon, la visite du pape en Algérie, la porte d'entrée donc à l'Afrique, c'est son première visite à l'Afrique et c'est à travers l'Algérie d'abord. C'est une opportunité, à mon avis, historique de raffirmer justement des valeurs universelles, issues à la fois des traditions religieuses et des luttes émancipatrices, la dignité humaine, la justice, la paix, avec souveraineté et les droits de peuple à disposer d'eux-mêmes. Et je pense que c'est ça que la visite du pape met au cœur justement de son discours, de ses gestes et de son message.
d'un côté, c'est lui, il a rendu hommage aux martyrs de la révolution algérienne, qui, j'insiste, était symboliquement très très important, la lutte émancipatrice et anticoloniale dans le monde, et ce geste est plein des forces, des valeurs. Deuxièmement, c'est la terre de Saint-Augustin, d'un Argélien, qui est le pont aussi, un berbère, un africain, un algérien, mais qui est le pont justement de dialogue des cultures, des tolérances. Et justement, je crois que lui, il fait un symbole très important. Et d'autre part, je pense que cette visite met aussi en valeur, projette la politique qui mène l'Algérie au monde, c'est-à-dire l'appui aux causes justes, comme on vient dit devant le pape, le président Tebboune, par exemple, par rapport à la lutte du peuple palestinien, son droit à la autodétermination face au moment dramatique qui est en train de vivre le peuple palestinien à cause du génocide perpétré par les sionistes, mais en même temps pour les causes justes, par exemple, non, qui a défendu depuis le début dans tous les mondes l'Algérie comme la lutte du peuple sahraoui. Donc, très bien, justement, Esteban, je vous propose d'écouter tout de suite le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui s'exprimait hier lors de sa rencontre historique à Al-Jama' al-Kebir avec le pape Léon XIV, où il revient sur ces valeurs algériennes, justement, et qu'il affirme qu'elles sont des valeurs antiques et propres à la nation algérienne. On écoute. تلكم هي القيم الإنسانية الجامعة التي نتشاركها معكم قداسة البابا، الإيمان بها والالتزام بمضامينها والعمل على إحقاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي. قيم العدالة الاجتماعية والسلام والحرية والحوار والتعايش. وعلى هذا الأساس أجدد لقداستكم استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتيكان من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام ونشر روح الحوار بدل الاصطدام وتعزيز روح التعايش والتعاون بدل العداء والشقاق. On vient d'écouter donc le président de la République qui s'exprimait hier à la mosquée d'Alger lors de sa rencontre historique avec le pape Léon XIV. Linda Tamdrari, vous nous disiez à l'instant que ce message du président de la République est très fort. Très fort. Et c'est aussi à travers son intervention, le président de la République a carrément créé une sorte un souffle profond. Un souffle profond pour l'Algérie, un souffle réfléchi avec cette notion immense de liberté, de respect de l'autre et l'envie de vivre ensemble en paix. C'est cette envie, c'est même très émouvant d'écouter, de réécouter notamment ce discours et ce que vient de dire, ce qu'a dit hier le président. C'était un moment vraiment important, fort, réfléchi, travaillé. La présence de Léon XIV ici en Algérie est un travail autour de cette politique, l'envie d'être dans une politique de la paix et du partage et du vivre ensemble. Je pense que ça va être un tournant plus que bénéfique pour la population algérienne, pour l'Algérie comme un véritable pôle aussi lié à l'histoire du dialogue interreligieux, et pourquoi pas l'Algérie puisse devenir aussi un véritable passage, j'allais dire entre guillemets obligé, pour faire découvrir aussi l'histoire du christianisme, et aussi rendre à César ce qui lui appartient, on reste dans le contexte, puisque pourquoi pas des circuits touristiques
où on aurait un véritable tourisme culturel lié aussi à cette Algérie antique. Très bien, vous faites bien de le rappeler qu'aujourd'hui, l'Algérie est aussi la terre d'où on envoie des messages très forts. C'est le cas depuis très longtemps. Le pape en a profité de son passage également pour passer des messages très puissants. Je vous propose d'en écouter un extrait. En réalité, une religion sans miséricorde est une société sans solidarité, sont une honte aux yeux de Dieu. Pourtant, de nombreuses sociétés qui se considèrent comme développées s'enfoncent de plus en plus dans les inégalités et l'exclusion. L'Afrique sait bien que les personnes et les organisations qui dominent les autres détruisent le monde et que le Très-Haut a créé afin que nous vivions tous ensemble. Les expériences mondiales que vous avez traversées au cours de l'histoire donnent à votre pays une perspective particulièrement importante sur l'équilibre des forces dans le monde. Très bien, donc on vient d'écouter les allocutions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, également du pape Léon XIV, hier à la mosquée Jama' al-Jazair, leur rencontre historique. Je viens vers vous, Ricardo Nicolai. Ricardo Nicolai, aujourd'hui, pour vous, quel est l'impact de cette visite? On dit qu'elle est historique. Vous, en tant qu'amateur de l'histoire, en tant que passionné par l'histoire, qui connaissait très bien les deux rives de la Méditerranée, quel est l'impact historique qu'on peut retenir de cette visite selon vous? Au cours de l'histoire, l'Italie et l'Algérie se sont toujours connus, ont toujours eu des rapports à partir de Rome et de la Numidie. L'Algérie et l'Italie ont pu bénéficier au cours de l'histoire d'un échange mutuel de personnes et de personnalités, et de leur bagage d'humanité, de sensibilité, de connaissances. Par exemple, l'Empire de Rome a pu apprécier le littéraire Apulée. Macrin, il a été un empereur de Rome, il était né à Cherchel, et puis son fils Diadumène. À partir de l'an 800, il y a eu beaucoup d'échanges commerciaux entre les républiques maritimes de Gênes et de Pise que la ville de Béjaïa. Et c'est dans cette ville que Fibonacci, qui était le fils du consul d'Épise, a pu connaître les chiffres et les arts de la mathématique. Donc, comme je l'ai déjà dit, cette visite du Saint-Père Léon XIV, c'est un processus naturel qui suit ce que l'histoire nous a déjà enseigné. Très bien. Je viens vers vous, Abdelrahman Khalifa. Vous nous avez dit tout à l'heure en off que finalement, la symbolique du vivre ensemble aujourd'hui, c'est Annaba, l'existence même de cette ville de Annaba. Est-ce que, et Linda Tamdarari estime qu'aujourd'hui, l'Algérie a cette capacité de devenir un pôle de discussion, un pôle de dialogue, un pôle même, peut-être même pour aller plus loin, pour le tourisme religieux, parce que le pape lui-même le dit, je suis ici en pèlerinage. Vous, de votre point de vue d'historien, de votre point de vue d'archéologue, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces discours et de cette ville? Vous savez, il y a un tourisme religieux qui existe et qui est donc qui a été pratiqué pendant longtemps, qui continue d'être pratiqué, qui est de venir sur les traces de Saint-Augustin. Et donc, on descend à Annaba, Bouna, Ypone, et on fait le périple d'Augustin. Vous savez que Augustin a voyagé pendant toute sa vie pour porter la parole, la bonne parole. Et on sait qu'en 426, il est passé à Tobna, c'est près de Ngaous. Il est passé à Tobna, rencontrer le comte d'Afrique, Boniface. Puis il a marché, il a été jusque à Cherchel, Yol Caesarea, où il a rencontré l'évêque éméritus
donc avec qui il a échangé. Parce que Augustin était connu en Afrique. On lui écrivait, donc on lui demandait des sortes de fatwas. Est-ce qu'il est bon de faire ceci? Est-ce qu'il est bon de faire cela? Pourquoi? Parce que c'était un père de l'Église. Il n'était pas saint encore. Il était simplement Augustin, évêque d'Hippone, mais il correspondait avec tous les gens d'Église à travers le bassin méditerranéen. Donc, il avait déjà une aura. Et quand il a été à Milan, d'abord à Rome, puis il a été à Milan comme rhéteur, comme enseignant à l'université, vous savez ce qu'il a demandé? Il a demandé, à un moment, il a demandé une lampe à huile. Et on lui a dit, mais c'est pas possible, l'huile est trop chère. Et il a dit, mais nous, en Afrique, on a de l'huile, on s'alimente, donc on éclaire, on s'éclaire la nuit pour écrire et pour lire. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que Augustin nous montre par là que c'est nous qui étions le nord et c'était eux qui étaient le sud, puisque eux ne pouvaient pas lire et écrire le soir. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'histoire est réversible. Cela veut dire que nous étions à une époque avec Augustin, et pas que Augustin, puisqu'il y avait Éméritus, il y avait Optat de Milève, il y avait donc Donat, etc. Donc l'Église d'Afrique était l'Église la plus importante du monde. Et Augustin en était l'image essentielle. Voyez. Donc, il faut comprendre cela. Et on continue ici à Annaba, on continue d'aller rendre visite à Augustin. Et vous savez que Augustin est mort à Annaba en 430 et qu'il n'a pas voulu quitter la ville parce qu'elle était assiégée par les Vandales. Il a dit, je préfère mourir parmi mes ouailles. Donc c'est comme ça qu'il est mort le 30 août 430. Et il a été enterré dans la basilique qui a été visitée par le pape. Et pourquoi il est parti? Parce que au 8e siècle, il y a eu des gens, des Bonnois, qui ont vendu sa sépulture à des Sardes. Et quand, par la suite, les Sardes ont vendu le corps, le squelette à Pavie, à l'église de Pavie, où il est donc enterré maintenant encore. Et au 19e siècle, quand on a construit l'église de Annaba, la basilique de Annaba, on a demandé, à l'époque, l'église a demandé le retour du corps de Saint-Augustin, ce qui a été refusé parce qu'Augustin était un personnage, et on a donné simplement l'avant-bras droit. Quand vous visitez maintenant l'église où s'est rendu le pape, tout à l'heure, quand on va visiter l'église d'Annaba, on trouve simplement dans une statue en plâtre, on trouve une partie en verre où on voit l'avant-bras de Saint-Augustin. Et c'est pour cela que c'est une reconnaissance du monde entier à ce que Augustin est un enfant de la ville, puisqu'il a été évêque de Annaba de 384 à 430. Donc vous voyez, lui, il est né à Tagaste, il a fait ses études à Mdaourouch, Soukharas, près de Soukharas, puis il est parti à Carthage, où il a parfait ses études, il est revenu et il a eu un enfant, Adéodate, et c'est comme ça que sa célébrité, il a commencé à être connu dans le monde
chrétien, puisque il a écrit La Cité de Dieu, il a écrit les Confessions, où il raconte que c'était un mauvais élève. Et quand il était petit, il aimait jouer comme tous les enfants, etc. Et que par la suite, et c'est sa mère, c'est sous la direction de sa mère qu'il a été, qu'il est parti, qu'il s'est converti au christianisme. Sa mère l'a suivi. Et vous savez, quand vous descendez sur l'aéroport de Rome, à Fiumicino, il y a la commune d'Ostie, et à Ostie, c'est là que, quand il est venu avec sa mère pour rentrer en Afrique, c'est là que sa mère est morte, est tombée malade, elle est morte. Il a dû l'enterrer là, et lui est rentré à Annaba, à Hippone. Et il a connu après, la gloire, puisque tout le monde demandait ses conseils, et il ne s'est pas privé de voyager en Algérie, d'aller jusque à Cherchell. Il a fait donc. Justement, pour revenir à ce détail important, c'est cette visée, c'est tous ces points où Saint-Augustin est passé pendant toute sa vie vont être des espaces classés. Oui, ils le sont. Prochainement déjà, Prochainement, oui. et revenir aussi sur un éventuel pèlerinage plus approfondi qui va se faire très prochainement, et revenir sur le prénom de Santa Monica, oui. et le prénom Mona qui est très propagé à l'est du pays. Il y a des questionnements qui se font aujourd'hui par rapport à ce prénom. Est-ce que c'est un prénom ancestral qui est lié à la mère de Saint-Augustin? Mona, Mona, c'est un prénom très prisé à l'est du pays jusqu'à Gigel. Donc, on peut aller jusqu'à Soukahras, Constantine, Annaba. Et ce prénom est très usité. On dit... je ne sais pas, M. Abdelrahman Khalifa, qu'il se pourrait... On parle sous votre gouvernance aujourd'hui. Voilà, que ce prénom a été aussi pris par le prénom de la maman de Saint-Augustin. Il y a eu deux grands professeurs, des augustiniens, qui ont enseigné ici à Alger, à la faculté d'Alger, que j'ai eu l'honneur d'écouter. C'est André Mandouze, qui est un grand ami de l'Algérie, qui a été en prison pour la cause algérienne, et qui est le grand spécialiste de Augustin. Et si vous voulez, je vous raconte une petite anecdote, c'est que c'est André Mandouze qui me l'a confié. Il m'a dit... vous savez, André Mandouze, il connaissait Mohamed V, il connaissait Messali Hadj, il connaissait Habib Bourguiba, il connaissait le roi Idriss, il connaissait tous les révolutionnaires algériens, et il m'a dit qu'en 1958, le président de la République tunisienne, Habib Bourguiba, lui a dit « André, tu vas faire une conférence ici au palais de Carthage, tu vas faire une conférence sur Augustin le Tunisien. » Et André Mandouze m'a raconté, il m'a dit, je lui ai dit, écoute, Habib, tu ne vas pas me faire faire, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, tu ne vas pas me faire faire un faux historique. Augustin est né à Tagaste. Tagaste, c'est Soukahras. Soukahras, c'est en Algérie. Donc, Augustin est un Algérien. Vous voyez. Et donc, André Mandouze, quand nous avons fait le colloque sur Saint-Augustin en 2001, il était parmi nous, parmi les organisateurs de ce colloque. Très bien, Monsieur Khalifa. Et merci pour cette anecdote sur un auteur aussi important pour l'histoire de l'Algérie, un ami de l'Algérie. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire.
Madame, Monsieur, rebonjour ou merci de nous rejoindre pour cette troisième partie de l'édition spéciale consacrée à la visite du pape Léon XIV en Algérie. Comme vous le savez, pour cette deuxième journée, c'est sur les pas de Saint-Augustin à Annaba, ancienne Nippon, que le pape Léon XIV poursuit sa deuxième visite en Algérie. Une visite marquée par de forts messages en faveur de la paix, de la réconciliation, mais surtout en faveur d'un monde où les injustices sociales et les injustices sous toutes ces formes ne seront plus partie prenante de l'équation géopolitique et politique du monde. Ce qui me ramène vers vous, Esteban Silva. Esteban Silva, nous connaissons l'engagement de l'Église en faveur de la lutte contre l'esclavagisme à un moment où l'ONU reconnaît ce crime comme le crime le plus abject contre l'humanité, mais aussi au moment où l'Union africaine a consacré toute une année à la réparation pour les Africains, les Afro-descendants, quant au crime de l'esclavagisme, mais aussi au crime de l'esclavagisme, mais aussi de la colonisation. Mais surtout, tout cela s'est concrétisé par la conférence d'Alger en décembre 2025 qui est revenue sur l'importance de la réparation. Aujourd'hui, vous, en tant que militant engagé en faveur des luttes décoloniales, je parle bien évidemment du Sahara occidental, je parle de la Palestine. Vous, en tant que militant engagé contre les agressions impérialistes, qu'est-ce que le message du pape Léon XIV apporte à la lutte aujourd'hui? Oui, je pense que justement cette visite et leur message du pape, il ne s'agit pas d'un simple événement pastoral. Mais d'un acte chargé de signification dans le contexte international actuel. Sur le plan politique et diplomatique, cette visite en Algérie renforcera, à mon avis, la position de l'Algérie comme un acteur respecté, fidèle à une politique étrangère souveraine fondée sur le droit international. Sur le plan géopolitique, elle constitue un signal de reconnaissance, à mon avis, du rôle qu'a joué l'Algérie dans les équilibres régionaux, notamment en Afrique, dans les bassins méditerranéens, mais aussi dans la défense du principe de la autodétermination, de la paix et la décolonisation des urgences aujourd'hui dans le monde actuel, mais aussi par rapport à son histoire. Si vous me permettez, il y a aussi, dès l'origine de la lutte armée contre le colonialisme français menée par le FLN et l'Armée de libération nationale populaire algérien, il avait aussi une très large convocatoire des gens, pas seulement musulmans, aussi même chrétiens, algériens, basés sur la tolérance, justement dans la lutte de libération. Il faut s'appeler de l'abbé Alfred Werenger, un prêtre catholique algérien qui a été persécuté par la France colonialiste à l'époque, qui était assez connu en Amérique latine parce qu'il a parcouru avec le FLN, les GPRA, plusieurs pays en dénonçant, les violations aux droits des Algériens commises par le colonialisme français de l'époque. Il ne faut pas oublier que lui, il était élu à l'Assemblée constituante algérienne en 1972. C'est-à-dire que dans les origines de la lutte de libération algérienne, de la révolution algérienne, il y a aussi une base des croyants de différentes mêmes confessions, comme musulmans et même chrétiens, qui ont lutté pour la paix, pour la autodétermination, pour la libération contre la logique colonialiste
et néocolonialiste. Donc, la présence du pape, non, dans la terre de Saint-Augustin, dans la terre de l'abbé Alfred Verrières, dans la terre des martyrs des Algériens qui se sont battus pour la liberté, pour leur indépendance, pour la autodétermination, et finalement le rôle qu'il a joué après, justement, de conquérir l'indépendance, l'Algérie, est très très important aujourd'hui. Finalement, ça va permettre, sur le plan symbolique, la visite prend une dimension particulière, parce que dans un pays marqué, justement, j'insiste, pour une lutte anticoloniale victorieuse, reconnaissant avec les combats actuels pour la autodétermination, comme en Palestine, au Sahara occidental, et je pense que tout ça a un portée très très chargé de sens symbolique et politique et géopolitique et culturel, justement en faveur de la justice internationale, de la souveraineté des peuples et, et justement ça renforce aussi les rôles de l'Algérie dans l'actualité, dans ses luttes dans le monde. Très bien, Esteban Silva, très chers téléspectateurs, nous venons d'accueillir sur notre plateau Slimane Hachi. Bonjour. Bonjour, merci à Al24 de nous inviter pour parler des choses importantes, des choses agréables, des choses que nous aimons. C'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Je rappelle que vous êtes le directeur national du Centre de recherche préhistorique, anthropologique et histoire. Et vous travaillez depuis un long moment déjà pour la reconnaissance du patrimoine national et pour sa protection, n'est-ce pas? Oui. Oui. On va revenir sur ce point. Linda a commencé à en parler il y a quelques instants justement de l'importance aujourd'hui de mettre en avant ce patrimoine-là et de le protéger au sein des institutions qui existent. Avant de revenir sur ça, je viens vers vous, Monsieur Khalifa. Monsieur Khalifa, Esteban vient de nous dire que cette portée dépasse largement la portée spirituelle finalement. Il y a un impact géopolitique réel, il y a un impact politique réel de cette visite. Vous qui avez adopté tout au long de votre carrière une approche de la nécessité de décoloniser l'histoire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que ce genre d'événement aujourd'hui, quand un pape de l'envergure de Léon XIV vient en Algérie et prononce ces mots forts contre le néocolonialisme, prononce ces mots forts contre les injustices historiques. L'Afrique a été la terre des injustices historiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement l'importance de ce message pour vous en tant qu'historien? Vous savez, quand j'étais au lycée, on avait comme manuel d'histoire le Malais et Isaac. Et donc, on parlait de civilisation gréco-romaine. Et par la suite, dans les années 70, on a changé de terminologie et on a parlé de civilisation judéo-chrétienne. C'est-à-dire que la troisième religion monothéiste était complètement ignorée du point de vue de la civilisation. C'est-à-dire que tout ce qu'avait fait l'Andalousie, disons tous les penseurs comme Ibn al-Arabi, donc de Murcia, dont s'est inspiré l'émir Abdelkader, puisque l'émir Abdelkader était enterré à Damas à côté d'Ibn al-Arabi, qui a été un maître dans le tasawwuf, dans le soufisme. Et donc, ces personnages-là ont toujours parlé de dialogue des civilisations. À l'inverse d'un monsieur comme Ramon Llull, qui, quand il est arrivé à Béjaïa, a voulu a voulu convertir les gens au christianisme. Donc là, il y a une autre dimension. Le pape vient en terre d'Afrique, là où est né, comme je vous le disais tout à l'heure, le christianisme, puisque, vous savez, au concile de Carthage, en 411, Augustin de Tagaste, il n'était pas encore sanctifié, Augustin de Tagaste comptait 576 évêques.
à ce concile-là. Et il dit, il manque encore la moitié. Cela veut dire que c'était véritablement, et comme je vous le disais tout à l'heure, le Christ est un homme du Sud, est un homme donc du Sud global. Comme Moïse, comme Mohammed, vous voyez. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est à partir d'ici qu'est partie la lumière de la lampe dont je vous parlais tout à l'heure avec Saint-Augustin. Très bien, très bien. Khalifa, je viens vers vous, Monsieur Slimane Hachi. Monsieur Slimane Hachi, vous revenez avec une bonne nouvelle aujourd'hui concernant le parcours de Saint-Augustin et sa protection. Ça, c'est ce qu'on appelle les itinéraires augustiniens. Je vais en parler un peu plus tard, si vous le voulez bien. Je voudrais dire un mot quand même sur la visite du pape en Algérie, Alger et Hippone, à Naba. Je voudrais essayer de trouver, d'aller vers la signification profonde de cette visite. J'entrevois deux aspects. Il y a la visite du chef de l'État, hein. C'est un chef d'État du Vatican, qui rend visite à un autre État. C'est des relations d'État à État, et c'est la visite d'un chef d'État. Sauf que ce chef d'État fait le tour des habitats politiques, hein, des lieux politiques que doit faire un chef d'État, mais celui-ci particulièrement, ce pape, Léon XIV, a donné une signification de pèlerinage à sa visite d'homme d'État. Il a donné une signification de pèlerinage où? De pèlerinage à Hippone, qui est la ville, dont l'archevêque était Saint-Augustin, et lui-même, donc le pape Léon XIV, se réclame, et le dit partout, le disait avant d'avoir été élevé au rang de pape, qu'il était d'ascendance, que sa filiation spirituelle se situait vers le IVe siècle auprès de Saint-Augustin. Et que donc, en faisant ce pèlerinage, il remet au centre des choses, cette visite remet au centre des choses, au centre du monde, l'Algérie, mais pas seulement l'Algérie actuelle, l'Algérie dans son histoire, son archéologie, sa préhistoire la plus profonde, n'est-ce pas? Et comme venait de le rappeler notre collègue Khalifa, né à Tagaste, hein, il est né à Tagaste, Augustin d'abord, qui a vécu dans sa ville natale en ayant une vie comme celle de tous ses concitoyens de l'époque. Il est né à la lente chute de Rome, hein, n'est-ce pas? Rome a mis longtemps à chuter, depuis à peu près 410 jusqu'à 460, 80, 76, 80. Elle a mis plus d'un demi-siècle à chuter. Et c'est cette époque-là qui a vu naître et exister et pratiquer d'abord Augustin puis Saint-Augustin. Et c'est cette signification-là qu'il faudra retenir de la visite d'un pape en terre africaine, commençant son périple africain par Alger, par l'Algérie, au nom de sa filiation avec son père spirituel qui est Augustin, qui est Saint-Augustin. Mais Saint-Augustin n'est pas un être, c'est un être exceptionnel, n'est-ce pas? Il a marqué l'histoire. Il est au fondement de la civilisation occidentale, ses pensées. Il est au fondement parmi 3 ou 4 grands penseurs du christianisme. Il est au fondement du catholicisme, hein, du christianisme actuel, de celui qui réunit 2 milliards d'êtres humains, n'est-ce pas? Un peu moins, un peu plus. Et donc il a remis l'Algérie au centre, avec emphase, avec amitié, avec fraternité dans l'humanité.
Et c'est cela que professait Augustin, n'est-ce pas? Et c'est toute cette signification que je veux retenir de cette visite. Très bien. Linda Tamdalari, quand le pape Léon XIV, ou même le président de la République, tel que connu en Algérie, parle aujourd'hui de la nécessité de la solidarité. On connaît le sens et l'importance de cette valeur pour l'Algérie, sa diplomatie et son peuple. Est-ce que finalement, on peut dire que le pape Léon XIV place les solutions à des problèmes, des solutions simples, qui peuvent nous paraître simples, à des problèmes qui sont dramatiques dans le monde aujourd'hui? C'est clair aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que le monde vit aujourd'hui, c'est un monde triste, où il y a beaucoup de douleur et beaucoup de larmes et d'injustice. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un travail très puissant et très fort vis-à-vis de l'Algérie. Le pape Léon XIV est ici en Algérie parce que c'est aussi une terre de confiance. C'est une terre forte de prospérité et de confiance. Il est revenu sur des mots très puissants où il dit: je ne viens pas ici en tant que chef d'État. Il a été reçu une visite d'État, de chef d'État. Je ne suis pas venu pour des conclusions ou des rencontres économiques, mais je suis venue aussi pour je reviens et je viens et je visite l'Algérie pour des raisons où on voudrait aussi propager la paix et notamment le respect de la race humaine. C'est cela aussi. Je ne viens pas pour des raisons économiques ou partager aussi des projets économiques avec vous, mais je viens pour donner, pour aussi porter ma main et ma petite pierre à l'édifice pour que le monde, un monde meilleur pour des êtres humains, et surtout pour redonner, recadrer la situation et dire que Saint-Augustin est aussi algérien et que nous sommes aussi des faiseurs de paix. Je pense que ce message est très puissant. Il est revenu aussi sur un autre mot qui m'a interpellée, c'est aussi le sens de la sadaqa, l'amitié, l'aumône. Et l'aumône. Vous voyez? Il le dit d'ailleurs, il le prononce en arabe, il dit la sadaqa. La sadaqa. Et ça, ce sont des mots qui ont capté et qui m'ont fait réagir au plus profond de moi-même, parce qu'il revient sur sadaqa en tant qu'aumône, donner, partager, et aussi le sens de l'amitié. Ce sont des mots forts qu'il faudrait qu'ils restent ancrés en nous et que l'on puisse aussi travailler sur cette visite qui est importante. Je disais, c'est un tournant fort pour l'Algérie. Monsieur Khalifa, aujourd'hui on parle de l'Algérie, on parle de Saint-Augustin Esteban nous a rappelé à juste titre l'engagement de ces chrétiens en faveur de la guerre de libération nationale. Mais il y a un personnage qui a beaucoup marqué l'histoire. On peut presque dire qu'il est complémentaire quelque part de Saint-Augustin, mais complémentaire du message de la paix et de la solidarité et de la protection des êtres humains. Je parle bien évidemment de l'Amir Abdelkader. On connaît l'Amir Abdelkader, le révolutionnaire. On connaît l'Amir Abdelkader, celui qui a mis en place la Smala, celui qui a réfléchi aussi son époque, celui qui a été un acteur diplomatique très important de son époque, mais surtout on connaît ce protecteur des chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, dire que la terre qui a porté ces deux hommes peut porter les maux du monde et apporter des solutions au monde très naturellement, comme l'avait dit en début d'émission Ricardo Nicolai? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'Émir Abdelkader a été l'un des premiers il a lancé les bases de la Croix-Rouge, si vous voulez, dans la mesure où il disait que celui qui ramenait un prisonnier vivant, il avait une prime. Et que celui qui tuait un prisonnier, il était donc châtié. C'est-à-dire que l'émir Abdelkader, dont on ne connaît que, disons, son œuvre quand il était à Damas, quand il a sauvé les chrétiens de Syrie, mais il a fait tout autant ici. Et bon, Léon Roche, qui a été un de ces, disons, des gens qui l'ont accompagné, dit un certain nombre de choses sur lui, sur ces aspects disons, de charité ou de bonté. Et cela veut dire qu'en fait, l'émir Abdelkader était un homme de dialogue. La preuve, c'est que on lui reconnaît
cet aspect-là. On lui reconnaît son aspect guerrier, bien sûr. On reconnaît son aspect... vous savez que l'émir Abdelkader, malheureusement, quand il s'est battu contre un laboureur, Bugeaud, et l'émir Abdelkader lisait Aristote et Platon. Et quand on a pris la Smala, on a pris l'ensemble de sa bibliothèque. Vous voyez. Donc, cela veut dire qu'il était ouvert au monde par la philosophie, par le tasawwuf, et de l'autre côté, il y avait les armes. Et bon, bien sûr, à l'époque, l'Algérie n'était pas suffisamment outillée pour résister à l'envahisseur, et donc il a perdu. Mais, en grandeur, c'est lui qu'on retient, c'est pas Bugeaud. Très bien, je viens vers vous, Esteban da Silva. Esteban da Silva, vous, aujourd'hui, autant qu'ami de l'Algérie, justement, qu'est-ce que vous inspire cette histoire de l'Amir Abdelkader qu'on peut considérer finalement comme le précurseur du droit humanitaire international, aux côtés d'une grande figure comme celle de Saint-Augustin, de ces deux figures de l'humanisme algérien, finalement. Est-ce que, pour vous, finalement, c'est tout à fait naturel qu'il y ait eu des messages aussi fort concernant la situation dans laquelle se trouve actuellement le monde, mais surtout, quand le pape parle des sociétés avancées et des inégalités, est-ce que pour vous, il est en train de dénoncer ou il est en train de formuler l'alerte finalement? Le monde ne peut plus supporter plus de mots que l'on voit aujourd'hui. Oui, bon, d'abord, à cet égard, non, la figure, justement, de l'émir Abdelkader, à mon avis, demeure un exemple emblématique, résistant, anticolonial, face à l'occupation française, mais aussi, il était un homme de foi et de dialogue. Il incarne une synthèse exceptionnelle entre la lutte pour la souveraineté et le respect des valeurs universelles. Son action, par exemple, en faveur de la protection des chrétiens à Damas, illustre une vision profondément humaine, fondée sur la coexistence et la dignité humaine. Et donc, évoquer Abdelkader dans le cadre de la visite papale en Algérie, justement, revient à inscrire cet événement dans une tradition historique, mais qui a une profonde actualité. Donc, je pense que ça, c'est un des aspects que je retiens aussi de la visite qui est en cours en Algérie du pape Léon XIV. Et je crois que est portée sa visite, mais aussi l'accueil qui est en train de faire le peuple, d'exprimer, pardon, le peuple algérien au pape, ça demeure un signal, ça projette un signal très, très, très fort pour l'avenir et qui dépasse bien sûr l'aspect religieux, mais qui les contient, l'aspect culturel, pour envoyer un signal qu'on peut construire la paix basée sur la justice, la autodétermination, et ça c'est la base aussi de l'histoire et de la culture algérienne d'aujourd'hui et du passé. Très bien, Esteban. Monsieur Slimane Hachi, à la lumière de ce que vient de nous dire Esteban, qui insistait justement sur l'accueil de l'Algérie. On n'en a pas assez parlé, l'accueil du peuple algérien. On a vu le peuple algérien très enthousiaste à l'idée de recevoir le pape. Quel commentaire faites-vous? Le commentaire est très simple, c'est l'hospitalité de l'Algérie, hein. C'est l'hospitalité du peuple algérien, l'ouverture de la culture algérienne et l'ouverture à l'ami, aux frères en humanité, que représente ce personnage du pape. Vous avez parlé de l'exceptionnalité d'un certain nombre de personnages. L'émir Abdelkader n'en est pas le dernier. Écoutez, cette terre africaine du Nord,
de l'Algérie particulièrement, a toujours été dans le monde, surtout au moment où la Méditerranée était le monde et le monde la Méditerranée. Nous avons participé de façon significative, très importante, à l'émergence à toute époque de l'histoire, à toute époque de la préhistoire même. À toutes ces époques, nous avons participé de manière significative à l'émergence de la civilisation humaine, de la culture universelle. L'histoire aura retenu des exceptionnalités, des figures exceptionnelles. Et il y en a tant dans notre histoire, et notre histoire en regorge. On peut en citer Jugurtha, Ibn Khaldoun, Saint-Augustin avant lui, l'émir Abdelkader, Ben Mhidi, en fait, on a toujours participé. Par quoi? Par notre culture. Nous n'avons pas qu'animer le monde de nos exceptionnalités, de nos personnages et personnalités exceptionnelles, mais ces personnalités exceptionnelles doivent tout à leur culture, doivent tout s'en sortir de leur forge. De leur culture. Je parlais hier de Saint-Augustin et de sa mère. Je parlais hier de l'émir Abdelkader et de sa mère. Donc le goût de l'effort, l'amour de la terre, le goût de l'étude. Saint-Augustin a fait sa vie, toute sa vie, il n'a fait que des études. Carthage, Mador, Rome, Milan. Le goût de la terre. C'est ça qui a fait l'exceptionnalité de ces personnages et l'exceptionnalité de cette terre et de cette culture, qui fait que sans interruption, face à tous les colonialismes, nous avons eu des comportements, des rapports à tout cela, des rapports singuliers qui sont basés sur la dignité humaine, n'est-ce pas? Qui sont basés sur la justice, sur la reconnaissance par soi de l'autre et par la reconnaissance de l'autre de soi. C'est cela l'Algérie, c'est cela la culture. C'est face à tous, face à Rome, à Carthage, en Andalousie, face à l'Empire romain, à l'Empire français, nous avons toujours participé de manière significative, nous n'avons jamais été absents, nous avons toujours été présents de manière singulière à protéger le partage, à protéger la générosité, à protéger l'identité, à protéger la culture et surtout la culture de la paix. Je veux rappeler ici que c'est l'Algérie et le vivre ensemble, que c'est l'Algérie qui a proposé à l'ONU que le 16 mai soit proclamé journée du vivre ensemble et que cette idée émane de cette terre. Ce n'est pas du hasard, c'est de la construction, c'est la participation et la longévité. C'est une longévité de l'exceptionnalité africaine du Nord et algérienne en particulier. Cette longévité qui frise l'éternité doit nous interroger, nous interpeller et continuer à être présent, à protéger, à défendre les principes cardinaux de l'humanité que sont évidemment ce qu'a défendu l'émir Abdelkader, qu'a défendu Ibn Khaldoun, qu'a défendu Augustin et Saint-Augustin, qu'ont défendu tous ces êtres exceptionnels par le monde et que nous continuons aujourd'hui de proposer au monde, de proposer au monde de le réenchanter par le recouvrement de la dignité humaine. Très bien, donc on peut le dire sans hésiter, les valeurs du dialogue et de la tolérance sont au cœur de l'action internationale algérienne depuis la nuit des temps. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette courte page publicitaire.
Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de cette édition spéciale consacrée à la visite du pape Léon XIV en Algérie. Première escale d'une tournée africaine qui comptera après le Cameroun, l'Angola et puis la Guinée. Et lors de sa visite, le pape Léon XIV a rencontré notamment le président Abdelmejid Tebboune. Et ici, on a ressenti lors de cette rencontre historique, faut-il le signaler, on a senti la convergence des opinions entre l'Algérie et le Vatican. L'Algérie, terre de paix et de dialogue, mais surtout la terre du vivre ensemble. Et ce, depuis la nuit des temps, les témoignages des historiens internationaux, comme l'a rappelé M. Khalifa, sont là. Les témoignages des amis, des causes justes aussi concernant l'Algérie sont là. Linda Tamdali, aujourd'hui, l'Algérie est à une nouvelle étape aussi en ce qui concerne les aspirations des peuples, qui soient dans le Sud, en Afrique ou partout dans le monde. D'ailleurs, le président de la République a rappelé l'engagement inébranlable de l'Algérie en faveur de la justice sociale. Aujourd'hui, quand on parle de patrimoine, pourquoi est-ce que ce n'est pas un luxe aujourd'hui pour les peuples africains de parler de leur patrimoine, de protéger leur patrimoine? Et on peut surtout dire que l'Algérie est avant-gardiste dans ce domaine-là. Pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui pour nous, Africains? Écoutez, quand j'ai à ma gauche M. Slimane Hachi, qui lui aussi est l'un des personnalités qui prend les dossiers de l'Algérie pour les défendre à l'UNESCO, et quand on a aussi la chance de l'avoir parmi nous, d'avoir M. Abdelrahman Khalifa également, et de revenir sur cette nécessité aujourd'hui de préserver notre patrimoine matériel, immatériel, nous l'avons vécu, et M. Slimane Hachi a toujours été souvent l'invité sur nos plateaux télé et radio pour revenir sur cette préservation, parce qu'aujourd'hui le patrimoine matériel et immatériel est une véritable arme et solution en même temps, pour défendre l'identité des pays et des peuples. Comme aujourd'hui, Saint-Augustin appartient également, la personnalité de Saint-Augustin appartient au monde entier et à l'Algérie. L'émir Abdelkader, pareil. Les chants, les danses, le vêtement traditionnel, l'art culinaire, les voyages et les pèlerinages que nous aspirons à avoir sur les traces de Saint-Augustin font partie de notre identité. C'est pour également se présenter au peuple et au monde entier et dire ce qu'est l'Algérie d'aujourd'hui et les pays africains également nous appartenons à l'Afrique, nous sommes dans cette sève, nous baignons dans cette sève liée à l'histoire de l'Afrique et du Maghreb et du sud de la Méditerranée. C'est aussi une identité assez riche et complexe en même temps, parce que l'Algérie est une véritable mosaïque en matière d'identité et il est temps aujourd'hui que l'Algérie se préserve. C'est ce qu'elle est en train de faire et nous sommes aussi très fiers de revenir sur tout ce palmarès où l'Algérie, à chaque fois, et ce n'est pas toujours facile, M. Slimane Hachi nous le dira, arrive à décrocher grâce à des dossiers, grâce à un travail de recherche fait par notamment le ministère de la Culture, le CNRPH, qui revient aussi sur cette identité. C'est le cas de Saint-Augustin. Eh bien, on va revenir. Moi, j'ai eu l'honneur d'être à la tête de la direction de la culture et j'ai eu l'honneur de classer 7 sites au patrimoine mondial. Les 7 sites archéologiques au patrimoine mondial. Et dans ce patrimoine mondial, il y avait la diversité, la préhistoire, le Tassili, Niger. Il y a eu 3 sites de l'époque romaine, Timgad, Djemila et Tipaza. Il y a eu 2 sites de la période islamique, la Qal'a ibn Hamad et la vallée du Mzab. Et il y a eu le dernier qui était Alger, la Casbah d'Alger. Donc, à l'époque, nous classions tous les sites qui faisaient partie de notre histoire. Vous voyez, depuis, il n'y en a plus eu, c'est dommage. Après, donc, il y a eu les sites, donc le patrimoine immatériel. Mais, donc, il faudra continuer pour classer d'autres monuments qui sont représentatifs de notre identité.
Justement, juste avant de revenir vers vous, Monsieur Hachi, de parler plus en détail des détails techniques de ce classement qu'aujourd'hui, on ambitionne 2 minutes. Je pars d'abord à Lima rejoindre Esteban da Silva. Et Esteban Silva, aujourd'hui, on le voit aujourd'hui, le colonialisme sioniste, comment il essaye d'effacer l'identité culturelle des Palestiniens, d'effacer l'identité culturelle des Libanais. On a vu même lors des attaques ou de l'agression contre l'Iran, on a visé des sites culturels, on a visé l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, quand on voit, et on les a aujourd'hui sur ce plateau, ces gens algériens engagés en faveur du patrimoine matériel, du patrimoine préhistorique algérien, du patrimoine africain et de nos identités. Pourquoi aujourd'hui la question identitaire est très importante et sa préservation, surtout quand on est dans une situation d'ordre mondial où l'identité a été effacée par le colonialisme? Oui, c'est un aspect très très important. Répond la mémoire historique, la culture, le patrimoine, justement pour se battre, pour construire, bâtir l'avenir commun. Et dans ce sens-là, c'est très important de dire que la visite papale en Algérie a un rôle culturel aussi, contribue à un rôle culturel majeur parce qu'il faut mettre en valeur les dialogues entre les traditions musulmanes, chrétiennes par exemple, et renforcer la culture, vous l'avez dit, de vivre ensemble, fondée sur le respect, la mémoire partagée et la coexistence pacifique. Et justement, et pour aller vers, on va dire, un espace de rencontre, justement, des civilisationnels et des rayonnements culturels. Et dans ce sens-là, nous sommes dans un moment historique de changement à niveau de la planète. Nous nous confrontons à des logiques d'agression impériale, néo-impérialiste, néocolonialiste un peu partout dans la planète. Nous voyons qu'est-ce qui se passe maintenant avec l'agression qui est en train de souffrir l'Iran, le peuple de Liban, bien évidemment, le peuple palestinien, enfin, tous les changements qui sont en cours et la nécessité, l'urgence de la paix, de construire la paix basée sur la justice et la autodétermination, c'est aussi quelques aspects très importants, justement, renforcer et récupérer et projeter la culture de vivre ensemble. Et je pense que la visite justement de pape Léon XIV en Algérie, l'accueil que l'Algérie fait de sa visite, c'est une contribution très très précieuse justement à le défi de vivre ensemble dans la planète et confronter justement les logiques d'agression, les logiques néocolonialistes, impérialistes qui empêchent justement la paix mondiale basée sur la autodétermination du peuple. Très bien, Slimane Hachi, je viens vers vous, Slimane Hachi. Je le disais, quand vous êtes arrivé, vous arrivez avec une bonne nouvelle, surtout quand on fait cet exposé, quand on fait l'exposé des tentatives du colonialisme et du néocolonialisme d'effacer les mémoires, d'effacer les identités. Oui. Revenez un peu plus en détail avec nous sur ces itinéraires de Saint-Augustin. Oui, merci madame. Je voudrais dire, après avoir entendu ce qui vient d'être dit, du reportage fait par vos collègues sur Annaba, Ypon, c'est un moment, moi j'ai de la chair de poule, hein, de voir tout ça, de voir que ma terre, le pays où je suis né, que j'aime tant, que nous aimons tant, soit que le pape Léon le XIVe rappelle au monde que de cette terre ne peut venir que de l'irrémédiablement bon.
il n'y a que de l'irrémédiablement bon qui est sorti de cette terre. Les exemples abondent, et que cette terre de ce pays ne peut sortir que de l'irrémédiablement bon. Et cet irrémédiablement bon, quand il se manifeste par des vestiges, il faut les respecter, ces vestiges. Quand il se manifeste par la parole des hommes et des femmes, il faut la respecter, cette parole des hommes et des femmes. C'est cela le patrimoine. C'est cela, c'est la substance de notre être. La substance de notre être, elle se trouve dans les pierres du chemin, dans la parole des hommes et des femmes, dans l'air de flûte, dans la visite au sein. C'est tout cela qui nous fait ce que nous sommes. Et quand on protège ce patrimoine, quand on protège ces pierres du chemin, ces airs de flûte, en fait, on protège et on réaffirme notre présence au monde, notre être au monde. Qu'apportons-nous au monde? Qu'avons-nous apporté au monde? Pour mettre un peu tout le monde au même niveau d'information, Khalifa l'a rappelé, il existe 2 conventions phares à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est la maison de la culture du monde, hein, c'est la maison de tout le monde, de la planète, où se protègent les cultures, où se promeuvent les idées. Il y a 2 conventions phares. Une qu'on appelle de 1972, qui protège, sauvegarde, conserve le patrimoine matériel, c'est-à-dire ce qui, dans l'histoire, dans le passé, s'est manifesté par une quelconque matérialité. Et cette matérialité est protégée d'abord par les lois nationales, n'est-ce pas, et par cette convention internationale qu'on appelle la Convention de 72, qui inclut évidemment quelques aspects naturels. Mais le cœur de l'affaire, c'est le patrimoine culturel matériel. Cette convention a vécu pendant une trentaine d'années, pendant plus de 30 ans. On s'est rendu compte que des pans entiers qui n'avaient pas de matérialité n'étaient pas protégés par cette convention. Et alors l'humanité, à l'orée du XXIe siècle, a produit une autre convention qui s'intéresse au patrimoine culturel immatériel. Donc cette convention de l'immatériel est jeune et toute récente. Et que c'est en fait la convention, beaucoup de pays l'appellent la convention du Sud global. Beaucoup de pays, d'ailleurs, certains pays l'appellent la convention de l'Algérie, parce que l'Algérie a significativement participé à sa rédaction. L'Algérie l'a ratifié comme premier État au monde. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans cette convention, Khalifa l'a rappelé tout à l'heure, dans la convention de 72, il y a 7 grands sites qui sont classés, il les a décrits. Le premier, c'est le Tassili, qui a été inscrit en 82, et puis après, on suivi les 6 autres. Et la convention de 2003, on ne les compte plus, les éléments qu'on a inscrits. Je pense qu'il y a droit à une quinzaine, entre 15 et 16 éléments, parce qu'il y a les éléments qu'on inscrit au nom du pays tout seul, et les éléments qu'on inscrit collectivement avec 2, 3, 4, plusieurs pays. La convention de 72 fonctionne de la façon suivante. Il y a une obligation de passer par une espèce de cours d'initiation, quoi, on va dire ça comme ça. C'est ce qu'on appelle la liste indicative. Vous devez être inscrit avant de proposer tel ou tel élément à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui est une consécration, qui est le sommet des distinctions, n'est-ce pas? Vous devez inscrire des éléments sur la liste indicative pour dire au monde que voici d'où je puiserai les éléments que je vais vous proposer à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Cette liste indicative, probatoire en fait, hein, c'est une liste probatoire. Sur cette liste, nous avons inscrit un certain nombre, on peut les rappeler, les monuments funéraires, anciens ou antiques ou numides, Nedroma et d'autres, j'en oublie.
il y a aussi la façon de monter des dossiers internationaux dans cette liste, qu'il faut évidemment inscrire sur la liste indicative. Les dossiers internationaux, ce sont des éléments partagés. Et on a vu Saint-Augustin qui a partagé sa vie, sa vie d'intellectuel, sa vie de philosophe, sa vie de théologien et sa vie de saint, entre plusieurs pays. L'Algérie centralement, la Tunisie, l'Italie, Milan, Rome, le Vatican. Donc le ministère de la Culture a réfléchi à monter un dossier commun présenté par tous ces pays sur ce que ces pays partagent, c'est-à-dire Saint-Augustin, la vie de Saint-Augustin et ses déplacements, son itinéraire, ses routes. Des routes qui l'ont emmené de ville en ville, de cité en cité, à faire ses serments, à faire des réunions, à y organiser des conciles, à prêcher, à distribuer la parole, à faire des actions. Donc dans tous ces itinéraires, dans toutes ces villes, dans toutes ces cités où Saint-Augustin a séjourné, nous avons le ministère de la Culture avec des équipes de chercheurs. Je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que aussi bien la Convention de 72 que celle de 2003, ce sont des objets d'expertise, des objets scientifiques, que ce sont des chercheurs, des chercheurs avertis qui connaissent bien la chose, qui montent ces dossiers, et ces dossiers sont très longs à monter, n'est-ce pas? C'est plusieurs années de travail. Quand vous montez un dossier sur monter le Rekb de Ouled Sid Chir, c'est 40 ans de travail de Hamida Ben Naoum. C'est pas un claquement de doigts. L'Ahlil, c'est 30 ans de travail de Rachid Bellil et ainsi de suite. Donc, ce sont des chercheurs qui montent ces dossiers-là. Vous voulez que j'aille plus vite, je pense. Oui, donc les itinéraires... Il nous reste une minute, monsieur Hachi. Les itinéraires de Saint-Augustin démarrent à Tagaste, sa ville natale, n'est-ce pas, actuellement sous Grasse. Il a étudié à Mador, Daourech, appelé de la Nedor, appelé de Mador, qui était réputé pour... c'était une université où on apprenait la grammaire, la littérature, etc. Remissa, Taura, Kalama, Gelma. Gelma, où a vécu le biographe de Saint-Augustin, qu'on appelle Posidius. Hanouna, Mila, Tidis, Tidis, qui est une cité absolument merveilleuse, qu'il faut classer pour elle-même. Tidis, Hippone, Annaba, dont Saint-Augustin a été la personnalité qu'il a été, et qui distingue cette ville d'Hippone comme un lieu de pèlerinage qui vient d'être sanctifié très bien, la monsieur Hachi, on arrive malheureusement presque à la fin du temps imparti. Brièvement, un commentaire sur ce projet extraordinaire. C'est un projet extraordinaire à voir absolument le plus rapidement possible pour que l'on puisse aussi faire découvrir d'abord l'Algérie, ce pays magnifique, l'histoire de ce pays, Saint-Augustin, et pourquoi pas que l'Algérie devienne un pôle, vraiment une plaque tournante du monde entier pour qu'on puisse visiter l'Algérie, faire découvrir son patrimoine matériel et immatériel et toutes ces grandes personnalités qui sont de cette terre sainte qu'est l'Algérie. Eh bien, merci de l'avoir rappelé, Linda. Merci de rappeler que l'Algérie est une terre d'accueil, de paix pour tous ceux qui viennent en amis. Je rappelle que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné d'Abdelrahman Khalifa, historien et archéologue. Vous avez publié à plusieurs reprises plusieurs ouvrages revenant sur l'histoire spirituelle, mais aussi l'histoire de la géographie finalement et des héritages algériens. Merci de m'avoir accompagné. Ce fut un honneur. J'ai eu également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné depuis simplement, s'il vous plaît, vous montrer un livre essentiel sur Saint-Augustin qui a été écrit par Serge Lancel, que j'ai eu comme professeur, et c'est le livre le plus complet que je connaisse. Après, donc,
Très bien, le message est passé, monsieur Khalifa. J'ai également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Riccardo Nicolai, auteur italien passionné de l'histoire, qui est revenu dans un de ses romans sur Ali Bechin. J'ai également le plaisir et l'honneur d'avoir été accompagné de Esteban Silva, analyste politique et militant altermondialiste, si je peux m'exprimer ainsi, qui m'a rejoint depuis Lima au Pérou, sans oublier Slimane Hachi, directeur du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et histoire, et également Madame Linda Tamdrari, journaliste. Vous avez l'habitude de l'écouter sur la radio et de la voir sur la télévision nationale. Et aujourd'hui, on l'a eu pour nous. Excellente suite des programmes quant à vous, très chers téléspectateurs, sur Al 24 News. Et le fil rouge consacré à la visite du pape Léon XIV en Algérie se poursuit.